Bienvenue dans l'écoute, le podcast de 16 mai. Ici, on parle d'esthétique et de bien-être avec exigence, nuance et humanité. Chez 16 mai, nous sommes convaincus que l'esthétique n'est pas un caprice, mais une démarche de bien-être, à condition bien sûr qu'elle soit éclairée, libre et profondément alignée. Mais avant tout soin et avant toute décision, il y a une étape essentielle, c'est l'écoute. L'écoute de son corps, l'écoute de ses envies, peut-être aussi l'écoute de ses limites. Et il y a une zone du corps dont on parle beaucoup, mais qu'on écoute très peu à mon sens, c'est le ventre. Une zone qu'on veut souvent contrôler, rentrer, lisser, corriger. Et je me suis souvent demandé si c'était pas justement là que se jouait une grande partie de notre rapport à nous-mêmes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline Roy. Céline est une ancienne danseuse professionnelle et a développé une méthode centrée sur l'écoute corporelle, la méthode MCR. Sa conviction est forte, s'écouter, c'est se célébrer. Et trouver un équilibre, c'est autant une discipline qu'un art. Avec Céline, nous allons explorer ce que signifie vraiment se reconnecter à son corps, non pas pour le transformer, mais pour l'habiter pleinement et évidemment se sentir bien. Bonjour Céline. Bonjour Agathe. J'ai une petite question avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, je réalise que je ne t'y ai pas préparé, mais il n'y a pas de question piège. J'aimerais te poser une question que je pose à tous mes invités. Quelle est la définition de la beauté selon toi ? Moi je suis très sensible à la beauté du vivant. Donc tout ce qui est vivant peut être beau. Ok, super. Voilà, une personne qui est vivante, un arbre qui est vivant, un animal, voilà, qu'on sente de la vie dans nos vies qui sont peut-être un peu trop figées. Ok, voilà, du mouvement. Merci, du mouvement. On va pouvoir parler de mouvement. C'est ça. Est-ce que tu peux me donner un peu ton parcours et finalement comment tu as construit ton lien avec ton corps, puisqu'on va parler du corps aujourd'hui notamment, enfin de ce lien, de comment entre guillemets l'entretenir, mais comment surtout s'y connecter. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi et tout ça ? Bien sûr. Alors à l'âge de 8 ans, je découvre le plaisir de danser dans ma chambre avec un disque, un manche-disque à l'époque, la génération des manches-disques. Et moi qui suis extrêmement timide, parce que ça c'est important je crois dans le parcours, et vraiment une timidité maladive et puis qui m'empêche de faire beaucoup de choses. Dans ma chambre c'est très libérateur, donc je demande à mes parents de faire un cours de danse. On cherche parce que je suis dans un tout petit village en Bourgogne, et dès le premier cours de danse c'est une révélation. Et je dis à ma maman je serai danseuse, voilà, et ça m'a pas lâchée. Donc là j'ai 8 ans, à 16 ans je pars en danse-études, je découvre la difficulté de cet art parce que j'ai pas les codes, j'ai pas fait de danse classique, donc j'ai juste l'envie, moi j'ai pas de base, j'ai rien, et donc technicité tu veux dire, un peu, okay. Voilà, donc là je découvre vraiment cette difficulté là, mais je lâche pas, je serai danseuse. Et pendant mes études de danse, j'ai la chance en fait de faire des études d'anatomie, de physiologie, de kinésiologie. Et là, c'est une deuxième découverte, vraiment une deuxième passion. Je me dis, oh, mais c'est fantastique, le corps est fantastique. Et puis comme le mien, il n'a pas les codes de la danse, il n'est pas souple, j'ai des difficultés quand même voilà, pour être danseuse, j'ai pas de coup de pied, il y a beaucoup de choses qui m'empêchent. Du coup, je vais aller vraiment dans des lectures d'anatomie, notamment Thérèse Berthera, l'antigym à l'époque, c'est pas de l'anatomie, mais c'était une méthode d'antigym. Qui m'aideront énormément à comprendre pourquoi je suis pas souple, à travailler. Enfin, vraiment, je fais un travail quand même sur mon corps exigeant, mais qui est aussi fin. C'est-à-dire que voilà, j'arrête les étirements à outrance et je vais aller chercher un petit peu dans la réflexion, et ce qui ensuite va m'amener au pilates, au yoga. Et donc, j'enseignerai la danse, je serai danseuse, mais je vais me détourner à un moment donné de la danse pour me consacrer plutôt pilates, yoga, thérapie corporelle, fasciathérapie. Après, je me formerai en air vague, en de gasquet. J'ai fait beaucoup de formations et j'adore apprendre encore maintenant. Et voilà, et tout ça a donné la création de la méthode il y a un peu plus de, je dis toujours 5 ans, mais maintenant ça doit faire plutôt 8. Okay, oui. Elle est venue, le temps passe finalement. Voilà, elle est venue au fur et à mesure, cette méthode, donc il n'y a pas une date Elle évolue fixe. toujours ? Oui, elle évolue toujours. Ouais. Est-ce que tu peux, alors sans rentrer dans le détail maintenant, puis on va en parler de toute façon tout au long de notre échange, mais nous expliquer ce qu'est cette méthode, sur quoi elle se base ? Alors cette méthode, c'est en fait une alliance entre, on va dire, l'apaisement des systèmes nerveux,
grâce au nerf vague, du renforcement musculaire qui va s'apparenter un peu plus, on va dire, au pilates, au renforcement profond, et la mobilité des fascias. Ok. Voilà, c'est ces 3 Les choses fascias. réunies. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire ce que sont les fascias? Les fascias, c'est un tissu conjonctif, une enveloppe, une membrane très fine qui entoure nos muscles, nos os, nos ligaments, et donc qui est partout dans le corps, voilà, de la tête jusqu'aux pieds. On a déterminé des chaînes également, comme les chaînes musculaires, mais il y a aussi des chaînes de fascias. Ils ont la particularité, ces fascias, de jouer un rôle dans notre immunité, également dans le transfert de nos nutriments. Ils vont venir nourrir également nos muscles. Ils ont aussi une particularité, c'est qu'ils sont sensibles aux émotions. Donc, ils peuvent se contracter indépendamment des muscles. Et c'est intéressant, du coup, au fur et à mesure dans notre vieillissement, puisque les fascias perdent en élasticité. Et c'est eux qui vont nous donner cette raideur, peut-être même ces douleurs, parce que quand ils vieillissent, donc ils s'assèchent, ils se colmatent les uns aux autres et ils libèrent une substance pro-inflammatoire qui crée des douleurs un petit peu partout. Donc ta méthode, en les mettant en Mobilisant. mouvement, associée à ce renforcement musculaire, et puis, en gros, le global, en fait, l'objectif, c'est finalement de rester en forme. Bien vieillir. De bien vieillir, en fait. Oui, voilà, d'avoir un corps qui évolue Voilà, en qui bonne reste santé, mobile. en mouvement. Ouais. Ouais, ok. Qui reste mobile. Pas uniquement tonique, mobile, quoi. Il y a Pas vraiment uniquement, ça. non, on n'est pas obligé d'être hypertonique. Déjà, si on arrive à lutter contre la fonte musculaire qui arrive, c'est bien. Oui, et puis la mobilité. Et toi, alors, en tant que danseuse, le rapport au corps, il est, j'imagine, particulier. Je n'ai jamais fait de danse. Ouais. Mais moi, d'un œil extérieur, j'ai l'impression qu'il y a, sur certaines danses, en tout cas, je pense à la danse classique, évidemment, mais une espèce de rigueur sur le corps, quelque chose. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que le rapport est difficile. Je me trompe peut-être, mais on a à la fois besoin de son corps, on le tonifie, parce que j'imagine que cette technicité, elle nécessite aussi beaucoup du muscle, en fait. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un sujet de poids. Il y a aussi, je sais pas, je pense à ses pieds qui sont parfois abîmés, endoloris en tout cas, dans certaines ballerines. C'est quoi C'est un qui se art construit? exigeant. C'est un art très, très exigeant qui demande beaucoup de perfectionnisme et en même temps, on n'arrive pas souvent à atteindre ce qu'on aimerait. Donc, ça nous demande beaucoup d'efforts. Mais c'est réducteur parce que ça n'est pas que ça. C'est un tel plaisir de sentir son rythme corporel, son souffle, son geste, trouver son... C'est aussi ce qu'on oublie dans la danse, c'est que c'est un vrai moyen d'expression. C'est un art. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment... je pense qu'on y va parce qu'on n'a pas le choix quand on découvre cette passion. C'est pas un choix d'être passionné de danse, et notamment de danse classique. C'est vraiment une accroche, quoi. Oui, c'est ça. C'est notre moyen. Enfin, moi, c'était mon moyen de m'exprimer. Ce que je ne disais pas par la parole, je pouvais l'exprimer par un mouvement. C'est très doux aussi pour le corps quand on fait nos mouvements. Enfin, on a le sentiment de s'étirer, d'exister dans l'espace. Et puis, c'est vrai que par contre, il y a un prix à payer, c'est cette exigence corporelle, parce que l'art de la danse classique, c'est vrai qu'il est très difficile. Il y a cet en dehors, il y a cette souplesse, ce musculaire. Donc, voilà, ça demande beaucoup d'efforts. Surtout, je ne sais plus comment c'est maintenant, parce que moi, je suis complètement sortie de ce circuit. Mais à mon époque, on n'avait pas toute cette approche du bien-être. C'était plus tourné vers la performance. Toi, tu disais que justement ton corps avait peut-être pas ses codes, en tout cas ses facilités de départ, et que du coup c'est peut-être en le comprenant fait, que tu as réussi, en ouvrant les livres, que tu as réussi finalement à progresser, à te connecter. Surtout, voilà, au niveau de la souplesse, parce que quand je suis arrivée à 16 ans, j'étais pas souple, mais vraiment pas souple. C'est difficile de croire, mais... quand on te voit aujourd'hui, oui. Oui, et puis même, on se dit, pourquoi elle a été prise dans cette étude, je sais pas, mais j'étais vraiment pas souple. Et donc, du coup, les professeurs n'avaient de cesse que de m'appuyer, pour assouplir. Pour assouplir. Okay. Donc là, ça fait très mal. Alors, ça marche
quand même, parce que le muscle, quand même, si on met un poids dessus, au bout d'un moment, on restait très longtemps dans ces positions, ces écarts faciaux, ces grands écarts. Donc forcément, je m'assouplissais. Mais je Mais me dans rendais la bien douleur. compte, dans la douleur évidemment, Ouais. oui, dans les larmes hein, Ah complètement. ouais. Hein. Mais ça faisait partie enfin, de la pratique, ça Mm. surprenait personne, Ok. on nous disait d'accepter ça, enfin voilà, Ok. c'était... Mais par exemple, le week-end, dès que j'arrêtais d'étirer comme ça, je sentais bien que le corps, il se rétractait à nouveau. Il avait qu'une envie, c'était de retrouver sa nature. Mm. Ma nature est de ne pas être souple. Donc, j'avais du mal à accepter ça, mais ça a duré quand même très longtemps. C'est à partir de 25 ou 30 ans, je pense, où j'ai lu ce livre. Et j'ai compris qu'en fait, ça venait de mon dos. Ok. Que cette raideur en fait de mes ischio-jambiers et de mes adducteurs venait de la puissance de mon dos. J'avais des muscles très très forts dans le dos qui contraignaient mon bassin. Et donc ça ne pouvait pas lâcher en bas. Ok. Tant que je ne faisais pas lâcher mon dos, le bas ne lâchait pas. Et j'ai donc commencé à travailler sur des séances, mais de 2 heures, très lentement, sur l'étirement de mon dos. C'est très fin, voilà, j'avais la chance en fait d'être danseuse, d'avoir du temps dans la journée, donc je pouvais me permettre de faire ça. Puis c'était des étirements très statiques, donc je pouvais prendre un lit, je pouvais quand même travailler autre chose pendant ce temps. Et donc j'ai vraiment travaillé pendant des années. Et là, la souplesse est arrivée. Une fois que j'ai lâché ces muscles du dos qui m'embêtaient, certains, hein, parce qu'on a besoin de muscles profonds au niveau du dos, mais il y a des muscles qu'on n'a pas besoin si on veut être souple. Ça a lâché, mon corps est devenu souple. Et encore maintenant, j'ai mes grands écarts sans travailler ma souplesse. Voilà. Alors, l'objectif n'est pas de garder les grands écarts Non, tout le mais temps. en tout cas, c'est quelque chose qui s'est Ouais, ancré, bon, que tu c'est travailles ça. quand même Et un et peu mon corps indirectement. ne faisait plus payer. Parce que, en fait, moi, je suis persuadée que quand on maltraite un corps par la souplesse ou aussi par autre chose, hein, à un moment, forcément que le corps se Il se venge. rebelle, Il se oui. rebelle. On doit être notre meilleur ami. Mm. Il n'y a aucune raison d'avoir mal. À quel moment tu as compris justement que cette écoute du corps, ce respect en fait, et cette écoute était le moteur d'une transformation saine? Parce que finalement, c'est ce que tu dis. Enfin, ouais, qu'est-ce qui a été le Je pense que je l'ai déclic? toujours eu en moi. Ok. C'est-à-dire que j'ai accepté les règles à, à 16 ans de dire, bon, allez, ok, Mm. bon, vous avez envie de me faire mal. Mm. Vous avez peut-être raison. Puis moi, j'étais bien élevée, hein, donc bonne élève. Donc le professeur, ce qu'il disait, On c'était... respecte. voilà, et j'ai accepté d'ailleurs jusqu'à ce que je sorte quasiment du circuit et que j'ai plus d'enseignants au-dessus de moi. Mais je pense que j'ai toujours eu... Moi, j'ai eu une enfance particulière puisque j'ai été hospitalisée très tôt. J'avais un problème d'immunité, donc jusqu'à l'âge de 4 ans, j'étais vraiment, vraiment à l'hôpital. Et je pense que... Alors, je n'ai pas de souvenir vraiment de ça, mais je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi je ne veux pas souffrir. C'est bon, tu as eu ta dose, quoi. Enfin, il y a eu en tout cas, tu as été proche de cet univers-là. Sûrement, mais je pense qu'on n'a pas besoin, notamment dans le bien-être. Hein, quand on est dans la maladie, c'est différent et il y a des soins, en effet, qui sont peut-être douloureux, je sais, enfin, voilà. Mais pour le bien-être, pour ce que moi, je voulais faire dans ma vie et sur cette terre, il n'y a Il n'y a pas aucune de raison raison. valable. Et Et surtout pas la performance. J'y crois pas. c'est intéressant. Alors, bon, on va faire un saut sur la performance. Justement, comment toi tu l'as... Quel est ton rapport à la performance dans le sport, dans cette... Parce que là, on parle de bien-être, mais effectivement, une méthode, c'est aussi de la rigueur, c'est une discipline. Comment tout se mélange pour toi, justement? Moi, je pense que c'est le chemin justement pour être performant. Moi, j'ai travaillé avec des athlètes et de haut niveau. Je pense que justement, quand on est dans la performance, le dépassement de soi, on prend vraiment soin de soi. On prend soin de sa récupération. Maintenant, c'est un peu erroné ces idées de se dire qu'on s'entraîne toujours plus pour avoir mal, pour être meilleur. On sait bien que ça fonctionne pas. Tous les athlètes de haut niveau ont des coachs mentaux. Ils ont vraiment aussi des moyens de récupération qui sont énormes. On fait très attention. Ce qui va faire la différence sur un athlète professionnel, c'est la façon juste, c'est son mental et sa récupération. C'est pas les heures de pratique contre son corps, pas du tout. Alors il faut être bon, évidemment, il faut s'entraîner. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein, mais c'est pas s'entraîner. C'est pas ça qui fera la différence, c'est ce qu'il y a autour, en fait. C'est ce qu'il y a autour.
Et surtout pas tête baissée En fait, si on y va à tête baissée dans la répétition, on va à la blessure. On va souvent à la blessure. Et un athlète qui se blesse, il est déprimé parce que ça veut dire qu'il n'a pas su gérer son entraînement. Pour nous, c'est aller à la blessure, c'est vraiment une... Oui, il a pas su gérer son entraînement versus il a pas performé. C'est pas du tout la même chose en fait. Oui, Il va oui. être C'est non, c'est peut-être que l'amateur pense qu'il faut se dépasser, le dépassement de soi, mais le professionnel, il a compris que s'il voulait être justement dans la performance, c'est dans la compréhension de soi plus que dans le dépassement de soi. Et alors la compréhension, c'est la connexion. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, on en voit chez 16 mai, qui d'ailleurs nous disent qu'elles viennent, des personnes qui viennent ici pour un sujet, pour le coup, esthétique, souvent, enfin la plupart du temps d'ailleurs, mais qui se reconnectent à elles-mêmes avec certains soins à leur corps, justement. Et j'ai un peu envie d'explorer ça. Pourquoi, en fait, on est spontanément pas connecté? Parce que je crois qu'on n'a peut-être pas conscience que c'est ce qui va nous porter. On n'a pas de gratitude envers ce corps. Enfin, comment toi, tu perçois le truc? Alors, je pense que spontanément, on est connecté, mais Et qu'on s'en que déconnecte. la vie nous déconnecte pour utiliser finalement que le raisonnement. Pour moi, c'est vraiment important de revenir au sens, à nos 5 sens. D'ailleurs, je le pratique dans ma méthode, mais on n'est pas obligé d'être en mouvement pour le pratiquer. Je pense que de se reconnecter chaque matin, chaque soir, au sens du toucher, à la vue, à l'ouïe, le goût, l'odorat, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps. Et tout ce qui nous entoure, on a construit un monde de déconnexion. Ça, c'est... Comment tu fais, toi, pour te reconnecter tous les matins? Tu as des petits trucs, enfin des petits... Alors, le matin, ça dépend un peu des saisons. Je vais varier mes petits rituels. Soit je vais faire de la respiration pour me reconnecter. Donc, c'est vraiment prendre conscience, typiquement. Quand tu dis respiration, c'est la conscience de l'air qui rentre, de l'air qui sort, du trajet, et du corps. Qui se remet en route le matin. Oui. Moi, j'adore. On se réveille. La première chose, dès qu'on fait la respiration, gargouiller dans le ventre. Les intestins nous parlent. Ça y est, ils ont fini leur chemin, le nettoyage dans la nuit. On sait qu'il va y avoir la vidange. Enfin, je trouve que c'est fou. C'est quand même toutes les nuits, on a cette régénération qui se crée. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est une fonction. La respiration, elle est. Donc toi, c'est ton truc le matin. Tu te réveilles et en conscience, tu respires. Conscience. Voilà. Je me lève pas. Alors. Pas brutalement, mais même quand... Alors, maintenant, je n'ai pas forcément de cours le matin, puisque je ne donne plus de cours, je travaille. Je commence en général à travailler à 7 heures. Donc, mais même quand j'avais un premier cours à 7 heures, je sais qu'il faut 1h30 avant, je me réveille pour justement prendre le temps. Je suis incapable de me préparer, et pour autant, je ne me maquille pas, ou ce n'est pas de la préparation esthétique, mais me préparer mentalement. Rentrer dans ta journée. J'ai besoin de temps. Donc là, je vais me réveiller. J'ai pas de cours à donner, donc je suis pas obligée de parler. Donc je vais me réveiller vers 6 heures, prendre le temps, respirer. Et ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est lire une petite phrase. Mais d'ailleurs, je crois que tu en avais ici. Voilà. On a des petites cartes, effectivement. Une phrase positive. Je pense que si on se dit une phrase positive chaque matin, on dupe un peu notre cerveau. Et ça, j'aime beaucoup l'idée de se tromper soi-même. On ne se ment pas, mais voilà, de se mettre dans un mood optimiste. Ça, ça veut dire que... Parce que pour moi, ça, c'est de la reconnexion à soi, à son âme, mais finalement, tout est évidemment lié. Toi, tu as une espèce de rituel qui est autour de tout ça et qui te permet, en fait, d'être ancré, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et si on revient au sport, moi, j'ai le sentiment que... Toi, d'ailleurs, on parle de sport, mais tu parles de mouvement plus que de sport dans ta méthode. Oui. C'est quoi comme langage, ce mouvement? Enfin, toi, tu vois, j'ai l'impression que tu parlais d'art tout à l'heure avec la danse. Là, c'est plus de la danse, ce que tu proposes. Non, c'est plus de la danse, même si c'est très inspiré quand même. Il y a des mouvements qui sont particuliers parce qu'ils sont complètement inspiré de la danse classique, notamment tout le travail de glisser que je fais avec des chiffons ou des disques sur le travail de jambes qu'on fait très peu en renforcement musculaire habituel. Ça vient vraiment de la danse, c'est une technicité de danse, mais c'est ce que je trouve le plus efficace. C'est pour ça que je le fais dans la méthode, pour muscler les jambes. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai pas de meilleure récompense
que de m'allonger sur mon tapis, déjà. Et je trouve que quand je m'allonge sur mon tapis, c'est waouh, c'est génial. Enfin, dans mon corps, il y a C'est une... marrant parce que moi, j'avais envie de parler avec toi de la reconnexion au corps, mais en fait, c'est une reconnexion à la vie, à toi, en fait. Non, mais quand je t'écoute, là, je me dis que tu as une capacité à être dans le moment. Parce que quand tu me dis quand je m'allonge sur mon tapis, tu le fais, ça veut dire que tu le fais en conscience et que tu es dans l'instant présent. Ouais. Ah oui, alors j'ai ça, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que par contre, je ne sais pas prévoir. Je n'arrive pas à inviter des personnes à la maison parce que je ne sais pas prévoir. Ça a aussi d'être trop dans le présent. Ça Ça aussi... t'angoisse? Ou ça te... Non, parce que je me suis mariée avec quelqu'un qui prévoit. sait prévoir. Il faut bien se... Ouais, très bien. Voilà, bien se trouver. Et donc, du coup, je suis pour avoir des amis, mais c'est compliqué pour moi de prévoir un repas, de prévoir. Tu as besoin d'être là où tu es. C'est ça. Et de prendre le temps qu'il faut. Donc, il ne me faut pas des emplois du temps avec trop... Bon, je l'ai quand même, parce qu'il ne faut pas imaginer que je n'ai pas d'horaire et tout ça, j'en ai. Mais c'est une contrainte. Tu te laisses de la marge, quoi. Ouais. Oui, en fait. oui. Je suis jamais en retard, mais par contre, je vais anticiper. Anticiper pour avoir du temps. Pour justement pouvoir vivre le moment sans être en retard ensuite, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est un peu le cas aujourd'hui. On a mal discuté avant. On a pris 1h30 avant de commencer à enregistrer. Et c'était un bonheur. Et finalement, c'était OK. Enfin, pour moi, c'était OK parce que j'avais prévu un peu large. Ouais. Et en même temps, je trouve que quand on est trop coincé dans des horaires, on perd la présence du moment. Mais complètement. Et en même temps, la vie est comme ça un petit peu. Et on se met certainement là-dedans. Moi, la première, j'avoue que j'ai un emploi du temps que je remplis et j'essaie d'avoir dans ma journée ce que j'appelle 1 heure d'imprévu. Si tu veux, 1 heure d'imprévu sur une journée, en fait, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas énorme. D'autant plus quand tu as une équipe. Tu vois, chez 16 mai, on est une quinzaine. Donc, il y a toujours ce que j'appelle... Un imprévu n'est pas quelque chose de... C'est juste le temps de discuter, le temps d'échanger sur une idée, etc. Et en fait, moi, je me mets malheureusement là-dedans toute seule, quoi. Et c'est pour ça, quand je t'écoute, ça me... Je sens que tu ouvres une petite case très intéressante parce que finalement, je pense qu'il y a de la sérénité qui arrive de tout ça. Il y a la reconnexion au corps, certes, mais en fait, au temps, en fait, même. Soit à la vie, d'une certaine manière, et à sa profondeur, quoi. Enfin, dans le sens... mais je ne l'ai pas travaillé. Je pense que c'est vraiment... je l'ai reçu en cadeau, ça. Tu l'as reçu en cadeau. C'est pas typiquement le sport qui t'a obligé à te concentrer? Parce que est-ce que cette rigueur aussi, cette nécessité, quand on doit être dans la performance, d'être vraiment là? Parce que j'imagine qu'en fait, tu ne peux pas progresser si tu n'es pas parfaitement concentré. Voilà, on est concentré. Et puis, c'est très... le sport que j'ai pratiqué était très individuel. Donc, on travaille sur soi. On passe beaucoup de temps avec soi-même. Du coup, il faut bien s'aimer très tôt. Parce qu'on va être tout le temps confronté. Et alors, comment on fait pour bien s'aimer très tôt? Parce que je trouve que ce n'est pas toujours facile de s'aimer tard, alors qu'on a plus de recul. Mais quand on est jeune... Comment on fait? Alors, moi, j'ai eu 2-3 déceptions de moi-même devant le miroir. Mais du coup, ça m'a permis de voir, par exemple, je me souviens d'une journée où on était à la barre. Et donc, moi, je fais 1m60, donc je suis toute petite. Et donc, j'avais mes copines, on était pied dans la main. Donc, j'attrapais mon pied comme ça, je me disais, waouh, je suis quand même souple maintenant. Donc là, Céline nous montre son pied contre son front, ce qui me paraît déjà dingue. Mais... Pied dans la main, comme les danseuses. Voilà. Et là, avec stupéfaction, je me dis, mais moi, mon pied, il m'arrive au visage, alors que toutes mes copines avaient le pied à 10 cm au-dessus de leur tête. Et donc, mais j'ai du mal à réagir. Des jambes, entre guillemets, proportionnellement plus longues. Beaucoup plus longues que les miennes. Et donc, j'ai du mal à réagir, je regarde plusieurs fois. Et je rentre à la maison et je regarderai ces jambes. Ça a été un grand complexe en disant, mais mes jambes, mais c'est pas vrai, en fait, elles sont trop petites, ça va pas, je dois avoir... mais je les connais par cœur, mes jambes. Enfin, mon corps, je le connais par cœur. Je l'ai regardé sur toutes les coutures. Il y a des choses... que j'aime bien, il y a des choses que j'aime moins. Le regarder, c'était l'observer pour apprendre justement à l'apprécier, ou c'était un regard bienveillant?
Oui. Ouais. Ah oui, oui, bah oui, parce que c'était lui avec lequel j'allais danser. En fait, je pense que ça t'a amené cette conscience très tôt. Oui, je pense que oui, Que, oui. Et que- que de toute façon, la longueur de jambe, qu'est-ce que j'avais comme solution? Et puis ton corps, tu avais besoin de lui pour danser. En fait, on a Voilà. besoin de lui pour tout, évidemment. Ouais. Voilà, mais Ouais. on s'en rend peut-être pas toujours compte finalement de la nécessité de prendre soin de son corps juste pour être en bonne santé et bien vivre toujours. Et là, c'était Ouais. par rapport à la danse, Mm, mais mm. ouais. Bah, on avait, je pense, parce que quand je rentrais chez moi à cette époque, quand j'avais 16 ans, donc moi j'ai 51 ans, donc 45 ans, Mhm. ouais, non, 35 ans. Oui. Il y a 35 ans, le bien-être n'était pas au cœur des familles. Mhm. Quand je rentrais le week-end et que je disais à mes parents ce qu'on m'avait dit dans la semaine, on avait aussi des bulletins trimestriels avec les annotations. Il y avait des professeurs qui avaient noté Céline n'est pas assez dans le sol. Mes parents regardaient comme ça en disant mais c'est quoi cette école? T'es pas dans le sol, ça veut dire quoi? Ouais. T'es pas, voilà. Et donc on nous apprenait tout ça à être ancré. Mais ces mots d'ancrage, il y a 35 ans, personne n'en Ouais, parlait. ouais. On me disait toujours le plexus moelleux. On passait des heures à 16 ans avec une balle de tennis sur le plexus pour faire rentrer cette balle de tennis et fondre. Et je le Ouais, fais bien. ok. Ouais. Mais ça fait un bien fou, en fait. Et on nous a appris, moi, on m'a donné ce cadeau-là à 16 ans, il y a 35 ans. On m'a donné cette conscience du bien-être corporel. En alimentation, un peu moins. On était suivis par des diététiciennes, nutritionnistes, mais c'était plus... c'était moins bien-être, c'était plus drastique, Plus, un ouais, peu. ok. Voilà, donc bon, ça, je l'ai moins, Des moins règles à gardé. suivre un peu. Mais enfin, déjà, il y a 35 ans, on nous disait de ne pas manger de laitage. Ok. Parce que ça encrassait nos tendons, il fallait faire très attention. Enfin, on avait quand même déjà beaucoup de notions qui sont apparues maintenant, il y a 5 ou 10 ans, au grand public. Donc peut-être on a peut-être pris un peu d'avance sur ça, sur... Bah, c'est le sentiment que tu me donnes. Enfin, tu vois, c'est que vraiment, ouais, ça t'a permis sur, de... Oui, une écoute, une bienveillance, une connexion qui te suit et dont tu fais aujourd'hui ton métier. Enfin, mais qui, je trouve, pour toi est peut-être évidente, mais ne l'est vraiment pas du tout pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on maltraite un peu nos corps et que c'est peut-être à 40, 45 ans, une fois que tu as eu tes enfants, donc tu as quand même réalisé qu'il était... Alors, tout le monde n'a pas d'enfants et c'est tout à fait OK, hein, mais que potentiellement pour celles qui ont eu des enfants, que quand même ce corps a quand même donné la vie. Ça, je trouve qu'il y a peut-être une petite prise de conscience, mais malgré tout, même en postpartum, tu as des femmes qui sont hyper dures envers leur corps alors que il vient d'accomplir quelque chose d'incroyable. Donc je pense qu'il y a une conscience qui arrive un peu tardivement, peut-être au moment aussi, tu vois, moi j'ai eu 40 ans l'année dernière, et c'est là que je me suis dit, ok, bon, en fait, il va falloir, alors j'ai toujours été sportive, mais là il va falloir que je fasse un peu de renforcement musculaire, parce que je veux pas perdre cette masse musculaire, parce que j'ai conscience que ça arrive. Ouais. Et puis à un moment donné, je me mettrai à travailler un peu la souplesse, parce que j'ai envie de bien vieillir, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça arrive maintenant. Ouais. Et pourtant, j'ai été sportive, j'ai toujours eu une alimentation globalement saine, etc. Parce que ça, c'était ancré. En fait, j'ai toujours fait du sport, les week-ends avec mes parents, etc. Mais sans la conscience. Oui, sans ouais, nous, enfin, moi, j'ai été quand même obligée de rentrer à l'intérieur de moi, ne serait-ce que pour trouver ce qu'on appelle notre geste. C'est quoi ce mouvement? Qu'est-ce que tu dis avec ce mouvement? Enfin, il fallait quand même... Il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose émotionnellement. Disons qu'on a... Peut-être c'est ça. Peut-être j'ai lié mon corps à mes émotions. J'ai lié tout ça. Voilà, il fallait que ça bouge, que j'arrive à exprimer à travers un mouvement. On n'a pas de parole quand on danse. Pour justement, quand on fait des pièces qui sont assez longues, tout passe par le geste, en fait. Un peu notre visage, mais c'est pas énorme. C'est vraiment le geste qui va donner notre émotion. Donc, on est quand même obligé de se poser vraiment des questions. Et qu'est-ce qui change dans la posture mentale quand on bouge justement avec intention et pas avec contrainte? Tout. Moi, c'est ce que je véhicule dans mes cours en ligne et enfin, les femmes sont très intéressées quand je parle du moteur de mouvement. Parce que finalement, un mouvement, on ne va pas inventer des mouvements en renforcement musculaire de bras, de jambes, voilà, ça va être toujours quand même à peu près pareil. Mais on va tout inventer quand on va parler de moteur. C'est quoi le moteur? Est-ce que c'est le coude qui commence le mouvement? Est-ce que c'est l'épaule? Est-ce que c'est le doigt? Tout ça, mais ça change le musculaire. Ça va changer votre façon de former vos épaules, vos bras, par exemple. Si le coude est point fixe, s'il ne l'est pas,
On va pas Tu travailler les travailles... mêmes muscles. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, enfin moi, les femmes que j'ai, ce qui les intéresse, c'est de travailler vraiment, par exemple, le triceps, l'arrière des bras. Donc, votre mouvement, il doit être précis, en conscience, avec un moteur de mouvement. Et se lancer dans un geste sans dire, il faut se dire, alors j'utilise beaucoup les verbes d'action, mais ça vient de la danse. Glisser, jeter, voilà, on va utiliser tout ça, caresser, parce que ça va faire ça va donner le mouvement. L'intention, pour le coup. Ouais, ça va donner le mouvement et ça va guider le corps à utiliser telle chaîne musculaire. Alors, pour que je sois assez claire, c'est-à-dire que si vous ne donnez pas d'indication précise à votre corps, quand vous lui dites « tendez la jambe », il va utiliser le quadriceps. Il y a 4 muscles, il est là pour vous protéger le minimum d'effort. Donc, on va prendre les muscles les plus forts, les plus gros. Et donc là, il y en a 4. Mais sauf qu'on ne veut pas l'utiliser, ce quadriceps. Il est déjà surutilisé par la vie de tous les jours. Donc, on va plutôt avoir envie, quand on fait une extension de jambe, d'utiliser plutôt la chaîne postérieure. Ça dépend un petit peu du mouvement. Mais donc, il va falloir lui indiquer. Donc, par exemple, je vais dire à mes élèves d'utiliser la partie coussinet sous le pied, comme si elles appuyaient sur quelque chose. Ça change tout. Ça engage le mollet, l'ischio-jambier. On tend la jambe par l'arrière. Et donc, on va rééquilibrer les chaînes musculaires. Et ça, c'est le rapport donc, à notre corps. Quand on commence à se dire « Ah, mais oui, mais en fait, c'est pas lui qui décide. C'est celui qui va décider, c'est quand même le cerveau. C'est lui qui va induire la contraction musculaire. Donc, c'est là où le jeu devient hyper intéressant. Oui, c'est intéressant. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, être bien guidé quand on veut travailler est essentiel, en fait. Bah oui, c'est un métier. Donc, en réalité, pour aller chercher le coussinet versus... il faut avoir fait beaucoup d'heures. Enfin, moi, je pense que les profs, on doit beaucoup s'entraîner pour pouvoir véhiculer ce qu'on a vécu. Le ressenti Le aussi. ressenti, comment on a réussi à justement à passer par cette chaîne musculaire et justement aussi pouvoir voir les élèves, quels sont leurs besoins. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Bien sûr. Donc, très vite, on peut aussi définir, observer les corps et se dire « Ah, toi, tu as besoin de ça pour ton corps, pour rééquilibrer. » Le corps, c'est une question d'équilibre. Que ce soit l'équilibre des systèmes nerveux, donc l'homéostasie, mais c'est aussi l'équilibre des chaînes musculaires. Si on sait que si on a un équilibre de nos chaînes musculaires, on n'aura quasiment pas de blessure. Ce qui va créer la blessure, c'est la surcharge d'une chaîne musculaire. Par rapport à une autre. Par rapport à une autre. Okay. Il y a un déséquilibre qui se crée dans le corps, et là, le corps, il n'aime pas les déséquilibres. Donc, que ce soit nerveux ou musculaire, il n'aime pas ça. Donc, en général, il y a blessure après. Okay. Et tu parles beaucoup du ventre. Oui. Là, on parlait des émotions. On dit que le ventre est deuxième cerveau. Voilà, deuxième cerveau, que toutes nos émotions s'y cachent. Enfin, je trouve aussi que le ventre... Alors moi, par exemple, c'est mon complexe. Donc, c'est un vrai sujet, tu vois. J'ai toujours un peu rentré mon ventre. Là, je te parlais de renforcement musculaire. Je me suis dit, en fait, première étape, on va travailler la sangle abdominale, justement pour me sentir mieux. Mais je trouve qu'il y a quand même... Je pense pas être la seule. Il y a quand même toujours c'est un peu cette zone qui est à corriger, qu'on a envie de contrôler, etc. Ouais. Pourquoi tu penses que cette zone, elle cristallise autant de choses ? Alors déjà, parce qu'il y a des neurones dans l'intestin, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le deuxième cerveau. Et puis aussi, le dialogue se fait par le nerf vague entre notre ventre et notre cerveau. Le nerf vague, donc, si on arrive justement à le stimuler et apaiser le système nerveux, les ventres ne vont pas très bien quand on est quand même un peu stressé. C'est un vrai rapport, d'accord ? Donc déjà, dans ton cas, si tu venais et tu me dis, voilà, moi je veux muscler mon ventre, je vais tout de suite dire, on va surtout pas le muscler. On va le détendre. Voilà, on va déjà le détendre. On va regarder pourquoi éventuellement il a cette forme-là, pourquoi peut-être il pousse en avant, enfin je sais pas, voilà, pourquoi est-ce que le bassin est bien placé, est-ce que la cage thoracique... En règle générale, souvent, ce que je vois, c'est que c'est une respiration qui est un peu inversée. Il y a un stress biomécanique. Du coup, le ventre, il ne reçoit pas ce piston que le diaphragme fait quand on est apaisé, tout ça, et qui peut éliminer. Donc déjà, première chose, moi, je vais donner du moelleux au ventre à travers la respiration. Je vais voir au niveau postural s'il faut replacer des choses au niveau du bassin. Donc, je vais aller vers de la mobilité. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais commencer à travailler la musculature du ventre, mais une musculature dans l'allongement pour redresser la posture. Parce que si, dans ton cas, avec un ventre qui ne nous plaît pas, on le contraint,
ça va être pire que tout. On ne sera pas satisfait du résultat esthétique parce qu'on aura notre petite bouée, mais dure au-dessus. Et puis surtout, il ne va pas bien fonctionner. Si on a un petit peu de ventre, un peu de ballonnement, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose il y a autre chose derrière. Voilà, il y a autre chose qui ne va pas. Et souvent, quand même, on peut aller chercher au niveau du diaphragme, quand même très, très, très régulièrement. Et qu'est-ce que tu remarques chez les femmes? Parce que tu as ta méthode en ligne, mais tu as des cours aussi En présentiel. Ouais. Qu'est-ce que tu remarques chez les femmes qui réussissent à relâcher cette zone? Et qu'est-ce qui se passe? C'est une transformation déjà assez rapide au niveau du ventre parce qu'on va très, très vite éliminer. C'est-à-dire que dès que ça refonctionne, le diaphragme, lui, il va venir... Alors, quand le diaphragme est bloqué, que le ventre est bloqué, on n'a pas aussi cette détox naturelle. Le diaphragme, quand il descend, il vient masser le foie naturellement. Donc, il y a une détox qui va se faire, une libération, évidemment, des déchets, un transit qui va se faire. Donc, les graisses vont moins stagner. Donc, on va avoir une sensation du ventre beaucoup plus plat parce qu'il va mieux digérer. Et puis ensuite, donc des progrès rapides avec le petit hub qui fonctionne très bien pour muscler. Et puis, en fait, moi, elles me disent que c'est plus que ça. C'est plus que le ventre, c'est un tout. Elle lâche. Ça cristallise tout. Et voilà. ouais, c'est ça. Elle lâche. Elle lâche quelque chose. En effet. Pourquoi on cristallise là-dedans? Tu parlais des neurones, mais ok, mais... C'est le nerf vague, je pense. Okay. C'est vraiment le nerf vague qui n'est pas assez stimulé. Et donc, du coup, notre ventre se crispe. Mais les enfants, quand ils ont un stress, ils ont mal au ventre, il y a des vomissements. Voilà, tout est relié avec notre système digestif. Et puis, certaines personnes qui seront beaucoup plus calées que moi sur l'alimentation diront aussi que ce qu'on met dans notre ventre, l'alimentation, va être aussi très, très importante. Mais régler l'alimentation sans régler le problème de stress, pour moi, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Et puis, en plus, on retrouve vraiment des profils de femmes qui font tout juste, qui cochent absolument tout juste. Ça, faut faire attention. Mais parce que justement, elles sont dans le contrôle. Dans le contrôle. Et en fait, moi, ce que je souhaite, c'est que ça lâche. Il faut lâcher. Il faut arrêter de vouloir être performante. Là-dedans, on a le droit de déjà arriver comme vous êtes, et puis ensuite on va essayer de travailler ensemble et construire petit à petit en fait un corps qui nous convient, qui est solide. Mais solide ne veut pas dire rigide. Oui. Pas confondre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un corps qui bouge. C'est dur d'arrêter d'être performante. Ouais. Parce qu'en fait, là, on parle vis-à-vis du corps, mais c'est valable un peu pour tout. Mais on a même cette envie, finalement, parce que d'une certaine manière, être dans la performance, c'est peut-être réussir à atteindre un objectif, c'est se donner confiance. Enfin, je sais pas, se prouver quelque chose, se donner confiance. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu... et d'ailleurs, dans le sport, dans le mouvement, là, on parle de mouvement et de sport, mais... est-ce qu'on n'est pas un peu dans la performance quand on doit être dans la discipline? Parce qu'en réalité, ce mouvement, il est à avoir quotidiennement. Enfin, je ne sais pas après toi, dans ta méthode, comment ça fonctionne, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit bouger tous les jours. J'avais enregistré un épisode avec Paul Griveau sur le système lymphatique. Ouais. Passionnant parce que... il explique notamment qu'évidemment, cette lymphe ne bouge pas toute seule et que en fait, c'est le mouvement notamment qui l'a fait bouger et que c'est grâce à ce mouvement qu'on va avoir une détox aussi. La pression, en fait, quand on bouge sur le système lymphatique, les muscles, en se contractant, pressent ce système lymphatique. Et donc permet le mouvement de la lymphe. Voilà, tout à fait. Donc ce mouvement, il doit évidemment être quotidien et au-delà de marcher de son bureau chez soi et essayer de bouger un peu plus. Mais du coup... c'est quoi la frontière entre cette performance, cette discipline à avoir aussi? Toi, tu parles d'équilibre à trouver justement dans cette façon de se discipliner. Toi, tu es quelqu'un de très discipliné? Oui, je suis très, très... Là, la danse, on imagine que ça apporte cette discipline. Voilà, je pense que j'ai été habituée, mais c'est surtout que c'est un plaisir. Donc, il faut aller chercher... Alors, moi, j'ai aussi enregistré un podcast sur la motivation, comment être motivé, où je donne aussi des tips sur les neurosciences. Je pense que l'automatisation est intéressante. On ne peut pas tout conscientiser. On ne peut pas
enfin, Penser à chaque... non, ouais, ouais. penser à tout, c'est comme se dire, je vais être au bureau, je vais me tenir droite. Bah, ça va durer 2 secondes et puis après, vous allez penser à autre chose et c'est bien naturel. Donc l'automatisation, vraiment, elle est importante. C'est-à-dire que le geste devienne rituel. Je fais souvent l'amalgame avec le brossage de dents. Oui, on se pose pas de questions. On ne pose pas de questions. Non. Est-ce que c'est de la rigueur? Est-ce que c'est de la discipline de se brosser les dents? On le fait quand même 3 minutes. Oui. Alors, moi, je pensais simplement qu'on l'a inculqué. On l'a intégré, quoi. On l'a intégré, on l'a appris enfant. Alors, si on a la chance d'avoir mis... Ça, je pense que s'il y a une grande différence. C'est-à-dire que si on a eu la chance que le sport fasse partie de notre vie, Dès le départ. Dès le départ. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse peut-être faire à nos enfants, en fait. C'est de leur dire, intégrer. en fait, il faut bouger. Le faire, en fait, avec eux. Voilà, et du coup, c'est intégré, en fait. C'est intégré. Certains font la lecture aussi, c'est bien. Voilà, nos enfants lisent. Enfin, on voit bien que de toute façon, par mimétisme, on lègue quand même beaucoup de choses. Donc ça, c'est une vraie chance quand on a eu. Mais si on l'a pas eu, on arrive à l'âge adulte, c'est pas trop tard. On peut automatiser, redevenir. Il faut 21 jours à peu près pour que le corps fasse vraiment intègre comme un rituel. Donc au départ, il faut être rigoureux, se dire, ben voilà, tous les matins dans ma salle de bain, je fais tant de relevés. Ce qui va être intéressant aussi pour faire ces rituels, c'est qu'il va falloir de la place. Il faut de la place dans votre emploi du temps. Comme tu disais, comme on remplit les emplois du temps, on a que des excuses pour ne pas le faire. Après, moi, je pense que c'est une question de choix. Hein. Je te dis ça, mais je pense qu'à un moment donné, on peut décider de prendre 15, 30, 45 minutes à tel moment. Et pour le coup, il faut le caler dans l'agenda. Voilà, il faut faire de la place. Il faut aussi faire de la place visuelle. C'est-à-dire qu'il faut que notre tapis il soit visible. Parce qu'on réagit comme ça, les neurosciences le prouvent, c'est-à-dire ce que l'on voit, on en a envie. Si quand dans notre appartement, la première chose qu'on expose, c'est je sais pas, un bureau avec des tonnes de papier, bah, on sait qu'on ne sera pas forcément au sport. Quoi. On ne sera pas au sport. Si au contraire, c'est quelque chose, c'est un joli tapis. En plus, maintenant, ils font quand même des accessoires très beaux. On peut quand même avoir des très, très beaux accessoires. Je ne dis pas qu'il faut que ça trône. Mais au début... Si vous n'avez pas ce rituel, il faut que ce soit presque un peu gênant dans votre vie pour vous rappeler qu'il faut le faire. qu'il faut absolument le faire. Et puis petit à petit, ça va devenir automatique et ça va presque vous manquer. Donc quand tu me dis je suis disciplinée, en fait c'est si je le fais pas, ça m'embête. Mais parce que c'est devenu un plaisir. Parce qu'en réalité, la motivation avec de la contrainte ne tient pas en fait. Non. Alors, il faut faire pour moi, c'est des mouvements qui sont adaptés à mes besoins. Donc, mon corps en a besoin, ce que je fais. C'est pas des mouvements pour être plus jolis, c'est pas ça. Ce sont des mouvements vraiment, pour moi, physiologiques. Le corps, comme tu parlais du système lymphatique, pour moi, bouger mes épaules, parce qu'on a les ganglions sous les aisselles, donc comprimer ça, pour moi, c'est important tous les jours. L'épaule, c'est une articulation, en plus, on le sait, qui vieillit très mal. Si on la bouge pas, c'est sûr qu'elle va avoir un petit peu d'arthrose, c'est inévitable. Alors que si on fait 3 petits mouvements par jour, c'est rien. Dans l'emploi du temps, c'est même pas c'est pas des minutes. Hein. Toi, voilà, c'est ça ce que j'allais dire, c'est que toi, tu prônes même des petits mouvements. Tu parlais dans la salle de bain, des petites choses. C'est le mieux, d'être en mouvement permanent. Voilà, éviter d'être trop statique. Statique, on stagne, les graisses stagnent, tout stagne. Voilà, dès qu'on se lève, moi par exemple j'ai un tic qui est très très mal élevé, mais quand j'ai fini de manger, moi je peux pas rester à table, je peux pas rester assise, c'est pas possible. Donc souvent je suis à côté et debout, mais parce que je peux pas en fait digérer assise. T'as besoin de mouvement là aussi. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de... Voilà, parce que je viens de manger, donc mon corps, il est rempli, il sent que... pour que justement ça digère bien, j'ai besoin de me lever. Et c'est systématique. Après chaque repas où je me lève. Voilà, après, pas quand je suis invitée, je fais un effort. Bien sûr, mais chez toi... chez moi, je suis debout et souvent, c'est recommandé, hein, c'est la technique des 3 M, c'est méditer un petit peu avant le repas, mâcher et marcher. Ok. Oui, la fameuse balade digestive. Enfin, je sais pas, mais mes grands-parents, le soir, partaient, sortaient, faire une balade et revenaient. Enfin, c'est ça.
Quand on a un animal domestique, on le fait naturellement parce qu'il Mm. faut sortir Mm. le chien le matin et le soir et c'est parfait en fait. Ouais. Ça nous oblige à marcher un petit peu plus et à digérer mieux du coup. Et comment, pour revenir à cette motivation, Mm. comment tu... Moi, il y a deux choses, tu vois, j'aimerais que les personnes qui écoutent retiennent notamment, c'est qu'elles aient un petit déclic sur une reconnexion à ce corps, Mm. justement. Est-ce que là-dessus, tu as quelque chose, tu vois, un truc qui peut aider à prendre conscience de cette importance et ensuite, comment faire en sorte d'ancrer, non pas la motivation, mais le changement durable, qui Mm. ne sera plus un changement, qui une nouvelle habitude, qui devient un besoin, comme Oui, tu c'est dis. ça. Alors, une des choses que je recommande, c'est de se regarder, d'utiliser le sens de la vue. Parce que j'ai remarqué que quand une partie de notre corps nous déplaît, on la cache. Et on la cache pas aux autres, on la cache à nous-mêmes, à notre cerveau. C'est notre cerveau qui nous fait faire ça. Parce que quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, son ventre ou ses bras, évidemment qu'il va pas mettre un débardeur dans la rue, mais il va pas non plus mettre un débardeur pour tout seul chez soi. Donc ça dit quelque chose. C'est-à-dire que la première personne à accepter, et le changement, il commence comme ça. Moi, par exemple, quand j'ai des parties de corps qui sont moins bien, notamment par exemple mes jambes, mon haut de cuisse, je l'ai beaucoup travaillé pour qu'il soit beaucoup plus fin. Et dans la parallèle, mais je fais exprès, dès que je trouve qu'il est moins bien, parce que j'ai moins le temps de m'entraîner, je vais me mettre en short. Je me le montre. Ok. Parce que c'est la première façon de se dire, bah Conscience, oui, prise de voilà, conscience. conscience. Ça te plaît pas, ok, c'est toi. C'est Donc, quand soit même tu toi. l'acceptes, Bah, soit tu fais en sorte que ça voilà, change. c'est ça. Et de se confronter à ça. Je pense que c'est très, très important. Et de se poser la question, pourquoi on l'aime pas? Enfin, Ouais. pourquoi? Après, c'est peut-être bien aussi de travailler l'acceptation. Mais pour moi, c'est la dimension très esthétique. Après, il y a de toute façon la nécessité de mouvement. Parce Oui, qu'en bien fait, sûr. on sait qu'effectivement, Mm. c'est ce qui va nous permettre de bien vieillir, de bien vivre, en fait. Mais même aujourd'hui, en fait, sans penser à demain. C'est d'être en Ouais, forme, quoi. d'être en forme. Mais on sent pas, ça dépend un petit peu l'âge que l'on a, mais souvent, quand on sent, c'est que c'est déjà bien installé. Mais c'est le problème, tu sais, avec l'esthétique. Et c'est Mm. ce qu'on prône, nous, chez 16 mais ici, c'est la prévention. Et c'est très compliqué. Mm. C'est très compliqué d'expliquer à des personnes que travailler la stimulation de collagène quand tu es, quand t'es encore tonique, c'est la meilleure façon Bah, d'avoir un de ovale de rester, visage qui bien évolue sûr. bien. Ouais. Et qu'en fait, faire de la radiofréquence ou un copido régulièrement, bah, en fait, c'est non seulement bien pour maintenant, mais c'est surtout parce que, voilà. Sauf que Pour c'est après. compliqué de franchir le pas quand on ressent pas le besoin. C'est ce que tu dis, c'est que investir, pas tant financièrement, mais même dans le temps, Oui, c'est une démarche. c'est une vraie démarche. C'est Ouais. une démarche. Ouais. Et si on arrive à la période de périménopause, ménopause, avec une bonne masse musculaire, une bonne mobilité, ça se passerait pas de la même façon. Hein. C'est vraiment le muscle est C'est quand peut-être même. ça le déclic pour celles qui n'y sont pas encore. Ouais. C'est d'entendre ça. Ouais. Ça c'est. Moi je suis ménopausée et j'ai eu. Alors bon, je suis pas un cas pour tout le monde évidemment, mais j'ai eu 0 symptôme. Je pense que vraiment le muscle et le mouvement protègent des symptômes basiques de la ménopause comme les bouffées de chaleur, la prise de poids. Alors j'ai pris un petit peu de poids, mais c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas les 7-8 kilos qu'on peut voir. Non, c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment important parce que c'est tellement galère. Enfin, certaines femmes galèrent tellement avec leurs symptômes, donc c'est vraiment important. Et par exemple, la respiration, parce qu'elle va être aussi importante dans la préménopause, ça s'apprend pas en 5 minutes. Hein. Pour que ça fasse effet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre, je vais faire 3 respirations. Alors, parfois, on vend un petit peu ça sur les réseaux sociaux, mais non. Le corps, il a besoin de temps pour se remettre toute la machine en route. Donc, apprendre à respirer, apprendre... On en parlait ce matin, j'avais une formation avec mes professeurs que je forme. Et donc, j'avais ma collaboratrice qui est avant tout mon élève et qui disait, je fais une pleine présence dans mes cours pour faire baisser donc, le niveau du cortisol, apaiser les systèmes nerveux. Et parfois, c'est vrai que certains de mes profs disent, bon, je vois bien que certaines femmes s'ennuient pendant cette période, je les perds, elles s'énervent, elles s'agitent, parce qu'elles ne veulent pas faire de la méditation.
Et donc, moi, j'ai conseillé déjà de donner du sens, de leur Oui. dire pourquoi on le fait. Ça, c'est important, parce que c'est Pour vrai embarquer. il faut donner du sens, expliquer exactement que c'est pour mieux se muscler. C'est pas juste pour méditer, pour la spiritualité. C'est d'abord pour mieux se muscler. Et ma collaboratrice disait qu'elle aussi, au démarrage, ça lui paraissait long. Ça s'apprend. Ça s'apprend, Donc en c'est là fait. qu'il y a de la discipline au départ, Ouais, il faut... pour intégrer la nouvelle routine. Ouais. Mais ça, c'est normal. Quelqu'un qui apprend le dessin, on ne sait pas faire Oui, c'est vrai. enfin, Bah, tout, tout. en fait. Enfin, je veux dire, l'apprentissage, c'est beau aussi d'être débutant et de se dire, bon, allez, je laisse la chance à la discipline de me convaincre sur quelques mois, quelques années. Enfin, moi, je sais que j'ai cette... enfin, peut-être que je suis une génération où on prend le temps, mais c'est vrai que faire une activité 2 mois, c'est ridicule. Enfin, Oui, puis tu as envie d'aller au bout des oui, choses, en fait. bah, Ouais, c'est ça. et de dire, après, une fois qu'on est allé au bout, on a le droit de dire non, ça ne me convient pas, c'était pas la bonne solution pour moi, et ça, c'est OK. Mais avant, faut vraiment laisser le temps. Et aussi, par rapport à la respiration, quelque chose qui est revenu et qui est très intéressant, c'est de choisir le moment pour lequel, pour nous, elle est efficace. Vous allez faire un temps de détente le matin, le midi ou le soir, le corps ne va pas réagir de la même façon. Donc, il faut aussi se connaître. Moi, j'aime bien noter. Tester Et noter. Mais noter des choses avec des plus, par exemple. Comment elle était, comment vous l'avez ressenti, 3 étoiles, 2 étoiles, 4 étoiles, à tel moment de la journée. Est-ce que j'étais disponible, pas disponible? Est-ce que... Et parce que dès qu'on a un petit stress, respirer, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Et en même temps, même si effectivement, c'est sans être dans l'apprentissage, enfin dans l'intégration de cette bonne respiration, quand on a un stress, ne serait-ce que se dire, ok, une grande inspiration, une grande expiration, on se rend déjà compte que ça fait un bien fou. Alors ça, c'est plus C'est différent. le soupir physiologique qui va stimuler le nerf vague. C'est-à-dire qu'on prend une inspire et on fait... Donc ça, c'est facile, c'est bioméca et ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est vrai qu'on peut... C'est le nerf vague. Mais c'est déjà... Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de prendre déjà conscience que cette respiration a un pouvoir incroyable. Ah oui, c'est vraiment... Et ça gère énormément de... Le diaphragme, par respiration, il faut bien comprendre ce gros muscle au centre de notre corps quand même, lié au psoas. Aussi muscles des émotions, donc qui sont liés par une même attache sur la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment, dès qu'on va engager cet ascenseur, moi je parle d'ascenseur, la colonne vertébrale c'est le socle, et puis le diaphragme c'est l'ascenseur, la nacelle qui monte et qui descend, et qui tire le psoas et qui le redescend, et qui en même temps va masser l'intestin. Enfin, c'est visualiser ça quand on le fait, c'est fantastique. La machine est fantastique, et forcément on relance tout le métabolisme. On stimule, on relance, et on muscle en plus avec ça. Mais du coup, pour intégrer ça, la meilleure façon, c'est de se convaincre quand même que ça mérite d'être testé, en testant, d'écouter ce qui se passe et d'aller piocher ce qui nous fait du bien pour finalement, entre guillemets, se convaincre de continuer, quoi. Enfin, et que ça devienne un besoin, quoi. Un besoin, un automatisme. Un rituel, voilà, d'essayer de mettre ça en place. Alors, et aussi, pour les personnes qui ne sont pas habituées, on y va step by step, c'est-à-dire un peu... n'allez pas pendant 15 jours faire 30 minutes de respiration par jour, c'est ridicule. Il faut que le corps, petit à petit, c'est des petites graines qu'on met. Voilà. Puis c'est comme pour tout, je trouve que quand c'est compliqué de commencer quelque chose, il faut se dire que le plus compliqué, c'est de faire le début, enfin la première partie. Moi-même dans le travail, tu vois, je me dis parfois, tu n'as pas envie de... Je sais pas, de commencer un truc, tu dis, allez, les 30 premières secondes, en fait, seront les plus compliquées. Donc, allons-y. Bon, bah là, voilà. Et puis là, en l'occurrence, se dire qu'on y va progressivement et petit à petit, ça va trouver se mettre, le plaisir. Ça va se mettre en place. Écoute, j'ai en fait à la fois plein de questions et en même temps, est-ce qu'il y a des choses... Moi, j'avais envie qu'on parle de cette motivation, de cette discipline, moi, je crois que cet équilibre, ces besoins, ils dépendent aussi un peu des phases de vie. Je crois qu'il faut les accepter. Enfin, la capacité à intégrer des choses dans nos vies, les besoins. Tu disais, le corps n'a pas les mêmes... En fonction de personnes, on va avoir des besoins différents, en fonction des phases de vie aussi. Tout à fait. Par exemple, une femme qui a des enfants en bas âge, elle va déjà être très active. On parle de mouvement, mais souvent elles me disent, mais moi, je n'ai pas le temps. Enfin, il y a le bain, il y a le... mais en même temps, elles n'ont pas besoin. Elles ont une vie déjà tellement active. Elles les portent toute la journée. On porte les enfants, on s'accroupit. Donc, il y a peut-être ce qu'elle a besoin,
Voilà, c'est de respirer dans son lit, de mobiliser éventuellement les fascias dans son lit, tout simplement. Et puis, 1 à 2 fois par semaine, de faire une activité sportive. C'est en effet, comme tu dis, une tranche de vie, une étape. Et par contre, quand les enfants commencent à grandir, on les porte plus, on les baigne plus. Forcément, il y a plus. Je dis pas qu'on est moins fatigué, hein, mais il y a plus de statique. Physiquement, oui. Physiquement, il y a moins de mouvement. Il y a moins de mouvement dans nos vies. Et c'est là qu'il faut en rajouter. Un mouvement intelligent, mais qu'il faut rajouter. Se dire, bon, dans ma journée, j'ai eu quoi comme mouvement? Qu'est-ce que j'ai eu dans mon... Enfin, faire un petit bilan, sans juger, mais faire un petit bilan. À la fois, se dire, qu'est-ce que j'ai eu comme mouvement dans ma journée et quel temps j'ai eu de récupération. Ça peut être intéressant, même quand on a des enfants en bas âge. La récupération va vraiment nous donner de l'énergie et va faire du bien au corps autant que le mouvement. Donc, récupération, c'est par exemple arriver chez soi, mettre les jambes en l'air contre un mur. Un temps, ça peut durer 5 minutes, hein, mais j'ai un temps là de récupération. Pour moi aussi. Pour moi. Mais c'est aussi un temps de reconnexion. Aussi. Voilà. Et essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait en récupération dans ma journée pour moi. Et combien de minutes. Tu disais 1 heure dans ta journée, toi, d'imprévu. Oui. Bah voilà, essayer de caser ces mouvements de récupération. Mais en fait, je me rends compte que l'heure d'imprévu, elle est toujours grignotée. Oui. beaucoup trop rapidement. Oui. Mais après, c'est effectivement de trouver, ces créneaux, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans ton approche, c'est assez doux, en fait, comme approche. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette notion de reconnexion. Et c'est ça c'est pas le mouvement et le sport, effectivement, pour la performance. C'est cette intention que tu mets dans les choses que je trouve... D'être là, d'être présent, Oui, en fait. C'est ouais. d'être complètement présent. Et puis, je trouve que c'est apaisant, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on va gagner en sérénité en faisant les choses avec intention, comme tu le proposes, quoi. Oui, complètement. Ça va permettre... Ça permet aussi... je reviens toujours à ça, mais au système mental de s'apaiser. Vous lui enlevez du stress, tout simplement. Et ça, c'est... comme notre vie, elle est vraiment très, très stressante. Déjà, se dire... Je suis à ce que je fais. Je mange. Je ne mange pas en faisant 1000 choses en même temps. Je sais que, et moi la première, même sur les réseaux sociaux, je dis pas, tiens, vous pouvez faire ça et ça. Mais une chose à la fois déjà. Oui. Si vous n'êtes pas très connecté, c'est bien. Et le retour au sens, moi je trouve que c'est toucher une matière, prendre le temps de toucher une matière, de regarder, d'observer, d'écouter, simplement aussi dans les routines, d'aller chercher un bruit très loin de nous et de se concentrer, d'essayer de se concentrer que sur ce bruit, puis revenir à des bruits plus proches, plus internes. Tout ça, ça permet vraiment de revenir au corps, d'avoir un apaisement presque instantané. Hein. Nos sens, c'est fantastique. Hein. Ils sont fantastiques pour vraiment réussir à rentrer à l'intérieur de nous. Et après, par rapport à la méthode, c'est vrai que c'est une méthode qui est douce, mais... on travaille fort, en fait. Il y a une partie de cours où c'est très musculaire. Justement, parce qu'on a réussi à être dans les connexions. Moi, je travaille beaucoup sur les connexions neuronales, sur les oppositions musculaires. Donc, le petit doigt qui touche telle partie du corps, la main posée derrière l'occiput, par exemple, et hop, j'appuie pour ressentir notamment beaucoup le ventre. Parce que le ventre, il est au cœur de ma méthode. Et ça va être vraiment ma force, mon ancrage, le centre. Mais je vais le faire par rapport aux périphéries et par rapport aux connexions. Et donc, ça peut être très, très intense. Mais tu viens de dire ressentir. Et en fait, je crois que c'est ça, la clé, finalement. Oui. Parce que tu parles des sens, le fait de ressentir, finalement, sa chaîne musculaire, et finalement, ressentir les choses, son corps, c'est une façon de s'y connecter, une façon d'en prendre soin, enfin, déjà, et d'avoir un rapport sain, je crois, à ça, quoi. Avec son corps. Quand on rentre chez soi, par exemple, il y a une petite chose aussi très simple, c'est d'enlever ses chaussures, se mettre pieds nus. Pour ressentir l'appui des pieds au sol. Sous nos pieds, on a des capteurs, les neurotransmetteurs, qui vont donner toutes les connexions au tonus de posture. Donc, on va avoir une action musculaire sans conscience, ce qui est génial, juste parce qu'on appuie nos pieds au sol.
prendre 5 minutes pour savoir si on arrive à écarter nos orteils. Est-ce que tous les orteils s'écartent? Tu vois, ça c'est intéressant. Est-ce que j'arrive encore, même les doigts? Est-ce que chaque jour, par exemple, tu arrives à étirer tes doigts comme ça fait un bien fou dans le corps? Et juste d'étirer nos fascias, c'est énorme le bienfait que ça fait. Donc juste des petits automatismes comme ça qui peuvent vraiment ramener au corps. Voilà, ressentir à nouveau. À l'essentiel, en fait. Enfin, notre maison. Oui, notre maison. Super. Notre première maison, donc voilà, celui avec qui on va être tout le long de cette vie. Donc ça peut être très long quand même si on l'aime pas. Ouais, ça vaut le coup de s'y connecter et d'en prendre soin. Ouais. Ben, merci, parce que c'est je trouve, à la fois plein de bon sens et en même temps pas si évident, je pense, pour tout le monde, tout ça. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Merci à toi pour cette J'ai belle invitation. une dernière question. Dis-moi. Quelle est la plus belle chose que tu aies vue ces derniers temps? La plus belle chose que j'ai vue ces derniers temps, ça va être sûrement dans l'humain. Le rire de ma fille quand j'enregistre un podcast avec elle et en fait, ça a fait un petit extrait sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, ça m'émeut énormément parce que je trouve qu'elle rit comme quand elle était petite. Ma fille a 25 ans. Et il y a un moment où je parle du froid, de mettre en fait une poche glacée, les bains dérivatifs de France Guillain. Donc c'est une poche glacée qu'on met, et je lui dis, dans sa culotte. Et là, je vois que, comme je dis le mot culotte, je vois quelque chose de très enfantin. Et elle rit. Et je pense que c'est la plus belle chose que j'ai vue. Voilà, ses yeux et ce rire dans ces dernières semaines. Ouais. Merci pour ce partage. De rien. Beaucoup. Merci mille fois, Céline. Ce que je retiens, c'est que l'écoute de soi, c'est finalement un point de départ, un moteur, une façon de se mettre au centre. Alors nous avons parlé de mouvement, de sport, de discipline, de motivation, mais au fond, nous avons surtout parlé de rapport à soi. Chez 16 mai, nous croyons que toute démarche, esthétique ou non, gagne à être précédée de cette écoute. Parce que faire évoluer quelque chose peut être juste, mais pour cela, il faut toujours que cela parte d'un endroit apaisé, jamais d'un rejet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire. Ce simple geste peut nous aider à faire résonner notre message plus loin et peut certainement, qui sait, aider quelqu'un d'autre à se sentir bien grâce à vous. Et puis, je vous invite également à découvrir le podcast de Céline et de sa fille Valentine, qui s'appelle Entre nous et qui explore ces sujets du corps et du mouvement notamment. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'écoute.